Bon, encore un réveil matinal aujourd'hui. On va faire une visite un peu fun. On va aller visiter la DMZ. C'est la zone démilitarisée qui est entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Apparemment, c'est trop drôle là-bas, ils s'éclatent et tout, j'ai hâte d'y aller. Mais avant, petit déj, et je crois que c'est le premier ou un des seuls, en tout cas, petit déj que je fais assis, parce que j'ai 5 minutes d'avance. Petit déj américain, à l'américaine, peanut butter jelly et pain de mie. Ça va faire du bien. Bon, finalement, pas eu le temps de manger assis, mais j'ai bien eu la navette. On est parti, donc là sur la route j'ai rencontré Alex, qui est un voyageur aussi, et qui a déjà voyagé pas mal un peu partout en Asie. Et on a été dans la première navette avec donc Jay et Peter qui sont là. Et donc maintenant on est dans le grand bus qui va se diriger vers la DMZ. Donc on est parti pour 1 heure de route je crois. My job is marketing to USA, UK, France, Germany and Italy. So I could compare the cultural difference between the Western world. This is new one, Galaxy S10. I'm sure this is not going to explode at all. 그래서 중국에 가서 이렇게 먹고 편안히 우리가 좀 어떻게 살고. Alors sur la route, on nous raconte des histoires sur la Corée du Nord, Corée du Sud, dont ici celle d'une famille qui fuit la Corée du Nord. Et je ne me souviens plus exactement, mais je me demande si c'était pas son histoire à elle-même qu'elle racontait. At the time of her escape from North Korea, she could not know the South Korea. She could not think of... Alors là, je suis devant une locomotive, la locomotive à vapeur qui a déraillé du coup lors de la guerre de Corée. Donc c'était durant la guerre de Corée. Ça a déraillé parce que ça a été attaqué. La locomotive était en train de rapporter du matériel de guerre vers Pyongyang, donc en Corée du Nord. On a retrouvé plus de 1020 trous faits par les balles dans la locomotive. Et donc ça a complètement déraillé, ils l'ont retrouvée détruite. Et donc maintenant c'est gardé comme souvenir de guerre, très important. Alors petite anecdote, alors là l'arbre qui est ici, en fait c'est l'arbre qui a poussé dans la locomotive lorsqu'elle a été, donc elle avait déraillé et qu'elle était dans la zone démilitarisée. Donc ils l'ont déplacé, ils l'ont mis ici après. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'espoir en fait, c'est ce que je lisais, c'est ce que je vois aussi sur les affiches là. C'est qu'il y a beaucoup d'espoir et d'attente que les deux Corées se réunissent, qu'un jour ça arrive et j'y crois, moi aussi j'espère que ça arrivera un jour. Mais le fait de voir ça, de voir ces affiches, le fait de voir toutes ces choses, les gens ont envie qu'un jour ça se réunisse, je trouve ça fort, un peu comme vivre, moi j'ai jamais vécu vraiment ma personne, la réunification en Allemagne. C'est vrai qu'il y a un peu le parallèle qui est souvent fait. Et c'est vrai que ça sera un moment fort si ça arrive vraiment, la réunification. Wow, ce serait génial. En tout cas, ça fait de l'effet, de l'émotion de voir ce genre de messages, ce genre de dessins qui sont écrits pour la Corée. Et donc derrière moi là-bas, on peut voir le pont de la liberté, Bridge of Freedom. On l'appelle comme ça parce qu'en fait, il y a eu plus de 13 000 prisonniers de guerre qui sont passés par ce pont et qui criaient Hourra pour la liberté. Et donc d'où le nom, le pont de la liberté. Et donc on le voit et c'est le seul endroit qui traverse la rivière, je crois cette rivière-là, et le lien direct entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Bon, et juste en dessous moi là, on a donc une sorte de petit plan d'eau qu'on appelle la rivière de Gadou, la Gadou River. Parce que du coup il y a plein de gadous en dessous et quand on écoute de très près on peut entendre, là si on voit les poissons, on peut les entendre faire gadou, gadou, gadou. J'ai glissé une petite erreur, une petite blague dans les choses que j'ai visitées. À vous de trouver laquelle. J'ai vraiment hésité à laisser ce passage extrêmement gênant, mais ça m'a fait rire tellement c'était nul, alors je vous le laisse. And red section. This one restored. Donc en fait ici on est à Dorasan. En fait c'est en gros il y a une ligne de ferroviaire, donc de train, qui passe ici mais le train ne passe pas. En fait c'est dans l'espoir de la réunification pour avoir une ligne qui lierait directement le sud et le nord. Mais pour l'instant ce n'est pas utilisé. Et depuis ici on devrait pouvoir voir également la Corée du Nord depuis l'observatoire. C'est small scale reproduction. Small scale reproduction. You come closer here. Between the two buildings, so there,
ceasefire. Alors en fait là je suis dans la gare, alors c'est dingue parce que c'est vraiment tout neuf. On a les sièges ici qui sont prêts pour être assis pour attendre le train. La gare là avec marqué Pyongyang vraiment au-dessus, direction Pyongyang. Parce qu'en fait c'est vraiment, ils ont tout fait, tout construit dans l'espoir, enfin dans le but que pour le futur, lorsqu'il y aura la réunification, on puisse lier les deux. Et donc cette gare pourra aller même, on pourra aller d'ici jusqu'à Londres. Parce que ça rejoindra le réseau chinois, etc. Et je trouve ça dingue, vraiment, l'optimisme qu'ils ont, voilà, de construire tout ça juste pour le futur. Pour que plus tard, un jour, on puisse faire tout ça. On puisse voyager, traverser la frontière entre les deux Corées, qui n'existera peut-être plus. Wow, trop bien. Voilà, donc les rails jamais utilisés, et pourtant prêts à l'emploi. C'est bizarre de voir vraiment ici, juste derrière moi, l'endroit où peut-être un train passera pour aller de Corée du Sud en Corée du Nord, ou l'inverse. C'est dingue de voir ça en vrai. Show you, and I will guide you to the. Donc là sur la route pour aller vers l'observatoire, sur chaque côté de la route, en fait là où on voyait les arbres, ce sont des terrains minés en fait. Enfin, il y a encore beaucoup de mines qui sont des restes de la Deuxième Guerre mondiale, je pense principalement en tout cas. Et donc c'est bizarre de rouler juste à côté de deux endroits, enfin deux terrains où on sait que c'est complètement miné. Et donc là on va vers l'observatoire, je crois que ça s'appelle Dora Observatory, qui est donc au bout de ce chemin. Et normalement, je crois que depuis ce point-là, on peut voir la Corée du Nord. Bon, ça y est, on se trouve sur l'observatoire, donc en haut, au 3e étage. Et donc d'ici, on peut voir la Corée du Nord. Donc on peut voir plusieurs choses, en fait on peut voir donc la route qui va jusqu'à la Corée du Nord. Si on voulait y aller en voiture, on serait, je crois qu'il y a 400 mètres, donc en quelques minutes, en 4-5 minutes, on y serait en fait, on serait en Corée du Nord. Donc là on peut vraiment le voir, c'est un peu marquant. On voit le garde frontière de la Corée du Nord, qui est juste donc sur la route. Puis après on peut voir jusque la tour en noir, qui était utilisée avant, qui étaient des entreprises de fabrication, des usines je crois, mais qui ne sont plus utilisées parce qu'en fait à partir de 2016, c'était à la fin 2016, changement de président en Corée du Sud, et donc on a arrêté la Sunshine Politics, qui était donc le fait d'être ouvert et de communiquer avec la Corée du Nord. Et donc maintenant ça s'est terminé. Le côté plus conservatif, maintenant le parti conservatif, parti conservateur a repris le pouvoir, et donc eux ils veulent vraiment pas trop avoir cette relation-là avec la Corée du Nord. Donc on peut voir deux choses également, on peut voir le drapeau de la Corée du Sud et le drapeau de la Corée du Nord en haut de plusieurs tours, une de chaque côté, donc en Corée du Nord et en Corée du Sud. Et donc je crois que la Corée du Nord est beaucoup plus élevée, le drapeau est beaucoup plus haut que la Corée du Sud. Et donc là où il y a le drapeau, c'est ce qu'on appelle la ville de la propagande, Propaganda Village, parce qu'en fait tous les bâtiments qui y sont faux en fait. Ils sont vides, la lumière est allumée et éteinte tous les jours à la même heure. Et donc tout ça pour la propagande, pour faire comme si les personnes y vivaient. D'où le Propaganda Village. Et avant aussi, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient des haut-parleurs et qui parlaient très fort dedans pour donner un message de propagande vers la Corée du Sud. Bon, ça maintenant je crois qu'ils ne le font plus, mais c'était le cas avant en tout cas. Bon, parfait pour faire un petit vol de drone pour aller voir ça de plus près. Donc on est parti. Non, je rigole, hein. Je suis pas fou. On peut voir le GSA, et le GSA on peut voir les trois drapeaux, donc Corée du Nord, Corée du Sud et États-Unis. Les trois à côté, puisqu'en fait il y a les soldats qui se regardent 24/24, qui se relaient. C'est bizarre aussi de voir ça directement en vrai, même si c'est via des jumelles, de voir ça directement, c'est quelque chose encore. Maintenant visite du tunnel qui a été trouvé donc par les Sud-Coréens. Un tunnel créé par les Nord-Coréens pour pouvoir attaquer par surprise la Corée du Sud. Bon, je viens d'apprendre qu'en fait on ne peut pas aller dans le tunnel avec la caméra, ni téléphone, ni rien, il faut tout laisser avant. Et donc en fait dans ce tunnel-là a été fait à la base pour les invasions. Donc en fait on pouvait faire passer beaucoup de gens dedans pour les invasions, pour les espions, etc. Et donc on peut voir le plan ici. Donc il y a 435 mètres qui sont dans la partie sud-coréenne
Et en tout, il fait 1635 mètres. Ils auraient sans doute continué si la Corée du Sud n'avait pas découvert l'entrée, enfin qu'il y avait un tunnel. Moi, je me suis fait 2 potes sur la route dans le tunnel. Un poteau ici, là, bon, ils parlent pas trop, mais ils sont hyper sympas. Donc voilà, je présente Kim et Moon. 2 poteaux du tunnel numéro 3. Alors là on peut voir des traces jaunes, donc en fait c'est ce genre de traces jaunes un petit peu, en plus des traces comme celle-ci qu'on peut voir qui était utilisée pour la dynamite en fait. Donc tout ce qui était les traces jaunes comme ça, c'est ce qu'on voyait autour. Et donc là c'est la porte qui mène vers la Corée du Nord. Et donc là on n'a pas le droit d'aller plus loin qu'ici. Donc là je suis actuellement, alors bon je suis pas dans la grotte parce qu'il n'y a pas le droit de filmer à l'intérieur, mais ça ressemble à ça. Bon comme je disais, on n'a pas le droit d'entrer à l'intérieur, donc là j'ai pas eu le droit d'amener ni caméra, ni appareil photo, ni rien, ni téléphone. Donc j'étais à l'intérieur et c'est vrai que ça descendait mais très enfin la pente était très pentue. Et on descend comme ça pendant 250 mètres je crois. Donc on les sent vraiment passer les mètres. Après ça va, je suis en assez bonne condition, mais heureusement qu'il y a des bancs sur les côtés pour les personnes qui galèrent un petit peu. Et quand on arrive en bas, du coup on arrive dans les endroits où c'est vraiment le tunnel vraiment lui-même. Donc on voit c'est très bas, c'est très étroit. Il y a plusieurs traces jaunes en fait sur les murs qui entourent des cercles et c'est là où ils mettaient la dynamite pour avancer, pour faire le tunnel. Donc c'était vraiment pas très safe comment ils faisaient parce qu'en fait ils faisaient vraiment tout à la main, mettre la dynamite, tout creuser, etc. Donc ils supposent qu'il y a eu beaucoup de morts pendant la construction du tunnel. Donc au bout on voit une des portes qui sont faites, enfin une des barrières en fait, il y en a 3 en tout. Et donc celle-ci se trouve à 170 mètres, je crois, 170 mètres de la frontière. Donc vraiment très très proche. Et donc on voit dessus le nombre de jours qui s'est écoulé depuis l'armistice. Depuis la signature de l'armistice. Donc je crois que ça faisait 23 900 et quelques jours, en espérant peut-être une réunification. Et juste avant, on a vu une sorte de petit film. Donc je vous ai montré une petite vidéo qui nous expliquait un peu l'histoire, plusieurs choses sur la DMZ, la zone démilitarisée. Et donc on apprend, enfin c'est un peu la propagande de la Corée du Sud. C'est un peu fait à l'américaine, ça commence en mode musique à fond, explosion, boum boum boum, c'est la guerre, la Corée du Nord c'est les méchants, on est les gentils. Enfin bon, ça fait un peu ça. On June 25, 1950, the invasion of South Korea by the North began with earth-shattering sounds. Puis après, bon, il parle de ce qui est vrai, de le fait que la DMZ soit un endroit où personne ne peut aller et qui fait quand même 4 km de large entre les deux pays. Il y a une zone vraiment où personne ne va. Et ben en fait, depuis tant d'années, il y a une biodiversité de dingue, genre que ce soit la nature, les plantes, la flore et également la faune, les animaux. Il y a plein de choses qui s'est développées, plein d'espèces qu'on ne voyait pas avant, qui sont maintenant. Et c'est vraiment un paradis naturel. 책임이 있어요. 북한 시위주 쪽으로 해서 북한으로 넘어서 오는 게 석 달 걸리더라고요. 석 달 걸려서 Okay, one more time. So there's 일반 사택에는 전기가 들어오지 않지만 Yalu River between North Korea and China. Small delta island having office tower. On a eu un peu plus d'histoire sur la Corée sur le chemin du retour, puis j'ai rejoint une amie d'amis qui vit à Séoul, Ophélie. Je ne la connaissais pas, mais on a un peu échangé par message, et elle m'a proposé de venir à un barbecue coréen avec ses amis. Et si je me souviens bien, eh ben c'était bon. Et puis surtout, j'ai pu rencontrer et discuter avec des personnes qui parlent anglais. Et ça, c'est sympa. Donc merci Ophélie. C'est vraiment dingue la vie en auberge de jeunesse. On voit tellement de choses de partout, des gens qui viennent de partout dans le monde. Juste là par exemple, dans le lit au-dessus, donc là c'est mon lit. Dans le lit juste au-dessus, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, un mec qui vient d'arriver qui s'appelle Mauricio. Et il vient d'Équateur. Donc j'avais jamais rencontré quelqu'un qui venait de l'Équateur, ça me paraît tellement loin dans la tête. Et du coup c'est cool, il est hyper sympa et on a pas mal discuté. Et peut-être que je pourrais aller le voir du coup sur la route, voir là où il habite. Ce serait génial parce que vraiment je kifferais de plus en plus aller en Équateur, donc ce serait un peu l'occasion. Mais j'ai rencontré aussi juste ce soir aussi, en l'espace d'une heure ou deux, un mec du Népal. J'avais jamais rencontré de Népalais, des gens du Népal en tout cas, avant ce soir, enfin avant aujourd'hui. Donc c'est toujours quelque chose de voir des gens qui viennent de là-bas, plus une Thaïlandaise
thaïlandaises, des gens de partout comme ça on mange tous au même endroit, dans la même cuisine, au même endroit, en plein milieu de la Corée du Sud. Alors, je trouve ça génial ce mélange, c'est ouf. Encore une autre petite anecdote, dans le lit qui est juste en dessous ici, là, il y a hier, en fait moi du coup je suis dans le lit en face, j'étais fatigué et donc je suis allé me coucher un peu tôt et j'étais sur l'ordinateur un petit peu, j'avais éteint la lumière. Et donc là, vers 23h30, il y a un mec qui rentre, donc il voit que j'étais là, il allume pas la lumière. Il va se coucher tranquillement, à la fin je ferme l'ordi, et puis là on commence à parler vers minuit, donc dans le noir. Et donc là on parle, et hyper sympa, le mec, donc un Allemand, qui a pas mal voyagé aussi, donc là on part sur plein de sujets hyper intéressants, on parle pendant au moins 1h, 1h30. Donc je me suis couché tout à 1h30, enfin endormi à 1h30, et tout le long, on était dans le noir, en fait je l'ai pas vu. Et le matin, je partais tôt, et lui, il partait dans la journée. Donc en fait, je verrai jamais sa tête. Et je sais qu'on a eu une super conversation tous les deux ici. Enfin, je sais pas, il y a plein d'anecdotes comme ça, des petites anecdotes qui sont hyper cool. J'adore la vie dans les auberges comme ça. Génial. Pour résumer un petit peu du coup ce qui s'est passé là dernièrement en Corée du Sud. Donc je suis arrivé en Corée et j'ai visité un peu quelques petites choses. Je suis un peu sorti faire la fête. J'ai rencontré pas mal de gens à l'auberge. Je suis un peu sorti faire la fête. C'était vraiment hyper sympa. À partir de mardi prochain, dans 3 jours, je vais pouvoir aller donc à Danyang, qui est une petite ville. Je sais pas la taille, je crois qu'elle est pas si petite que ça. Au sud-est de Séoul, je crois que c'est à 2h30 de train. Sur Couchsurfing, j'avais indiqué que j'étais en Corée entre telle ou telle date. Et donc la personne m'a contacté pour me dire si tu viens, tu peux donner des cours d'anglais, en fait discuter en anglais avec lui, avec le propriétaire, en échange de l'hébergement. Je me suis dit, c'est l'occasion, c'est top, ça me coûte pas grand chose, ça me coûte 1 heure par jour pour être hébergé, pour pouvoir rester plus longtemps. Et là-bas, je pourrais me poser un petit peu, visiter un peu autour, c'est un peu au centre de la Corée. Vu que la Corée est toute petite par rapport à la Chine et la Russie, je vais pouvoir aller un peu au nord, au sud, sur les côtés, même dans la journée, refaire l'aller-retour dans la journée. Donc je vais faire ça à partir de Danyang, et je vais surtout en profiter pour enfin faire les montages vidéo et pouvoir faire les vlogs, etc., prendre du temps pour me poser, pour tout regarder. Moment important, je pense, du voyage, ça va faire un peu une pause. C'est cool, j'ai hâte. Et donc là, je suis un peu décalé, je me suis levé à 17h30, parce que hier, je suis un peu sorti tard, très très tard. Et donc je me suis couché vers midi et réveillé à 17h30. Donc là, je suis un peu décalé, parce qu'il est 22h45. Je vais essayer de dormir tôt, pour pouvoir visiter les trucs demain matin quand même. Allez, parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, plus d'informations. Alors d'où vient cette frontière? Il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945. L'Empire du Japon perd. Ce qui met fin à 35 ans de colonisation japonaise en Corée. D'ailleurs, les Coréens ont encore un peu une dent contre les Japonais de mon expérience. La Corée s'était organisée pour son indépendance, mais les États-Unis et l'Union soviétique, en fait, ils n'ont pas demandé son avis à la Corée, ils s'en fichent, et en 1945, ils divisent le pays en 2 zones d'occupation, qui sont séparées au niveau du 38e degré nord, au 38e parallèle nord, qui est une ligne virtuelle au 38e degré de latitude nord au niveau de la Terre. On a donc les États-Unis au sud et l'URSS au nord, dans un seul État. Ces 2 occupants sur fond de guerre froide vont influencer politiquement et idéologiquement de façon très différente le nord et le sud, ce qui va faire que les gens vont aller plus du côté qui leur convient, donc les communistes vers le nord, les riches hommes d'affaires vers le sud par exemple. L'UNTCOC, je sais pas comment on prononce, la Commission temporaire des Nations Unies pour la Corée doit superviser des élections générales pour unifier la péninsule. Mais l'URSS refuse et leur bloque l'accès à la Corée du Nord. En 1948, des élections ont lieu au sud seulement, ce qui donne naissance à la République de Corée sous la supervision américaine et de Washington pour la partie sud de l'État. La partie nord se proclame République populaire démocratique de Corée sous la supervision de Moscou et de l'URSS. En 1949, les forces américaines et soviétiques finissent de se retirer. Un an plus tard, le 25 juin 1950, à 4h du matin, 600 000 soldats nord-coréens franchissent le 38e parallèle. Ils envahissent presque toute la Corée du Sud en quelques semaines seulement. La guerre commence. La Corée du Sud, aidée par les Nations Unies, l'ONU, affronte donc la Corée du Sud aidée par la Chine et l'URSS, l'Union soviétique. Durant un an, de 1950 à 1951, le front d'attaque va énormément bouger, du sud au nord, au sud, pour finalement se stabiliser au centre du pays. Le conflit va encore durer pendant 2 ans, mais la frontière et la situation ne changent pas, jusqu'à la mort de Staline du côté soviétique en 1953, ce qui va débloquer les négociations de paix, et le 27 juillet 1953, c'est l'armistice, la fin de la guerre.
3 millions de morts, plus de 800 000 militaires, 2 millions de civils, bon les chiffres varient selon les sources, 10 millions de Coréens séparés de leur famille d'un jour à l'autre et la division d'un peuple qui partage pas loin de 1300 ans d'histoire. Plus tard, en 1971, il y a eu un projet de réunir les familles coréennes, mais suite à plusieurs attentats nord-coréens, tout a été annulé. En 1972, l'année suivante, il y a eu un dialogue pour une réunification, mais suspendu l'année suivante. Il y a ensuite eu des accords entre les Corées pour la coopération, la réconciliation, la non-agression, la dénucléarisation, c'est pas facile à dire celui-là. Les dirigeants des deux Corées se réunissent plusieurs fois, puis la Corée du Nord se retire d'un traité l'engageant à éviter une guerre nucléaire mondiale. Elle fait ensuite des essais nucléaires, des tirs à longue portée, et en 2009, elle met même fin à tous les accords qui ont été passés avec la Corée du Sud, dont l'accord de non-agression. Depuis, peu de choses ont changé. La ligne de cessez-le-feu correspond à la frontière actuelle, la DMZ, la zone démilitarisée, qui est en fait un champ de mines qui sépare deux armées en guerre, vu qu'il n'y a pas encore eu de traité officiel de paix. Et donc sur cette DMZ, cette zone démilitarisée, on trouve la GSA, la Joint Security Area, la zone de sécurité commune. C'est une zone de quelques dizaines de mètres, surveillée nuit et jour, par des soldats nord-coréens, sud-coréens et américains depuis la fin de la guerre en 1953. Et c'est donc là où se font les dialogues avec la Corée du Nord. Malheureusement, je n'avais pas accès quand j'y étais, car il y avait beaucoup de tensions entre les États-Unis et la Corée à ce moment-là, donc ils avaient fermé la zone. Alors c'était intéressant de faire ce petit tour là vers voir la DMZ, mais c'est vrai que ça faisait un peu propagande, très vision sud-coréenne avec les films qu'on nous montre, très influencé par l'Amérique également. Et puis aussi, voilà, le tour dans les boutiques après pour nous inciter à acheter, c'est vraiment pas le genre de choses que je fais en général, les balades touristiques, mais là on n'avait pas trop le choix. En fait. Ah si par contre, dans la boutique qu'on a visitée, j'ai récupéré cette feuille, et c'est là que j'ai appris. Alors depuis que je suis arrivé en Corée du Sud, pour saluer les gens, je dis « Yeobuseo ». Et là je viens d'apprendre qu'en fait ça veut plus dire « Allô qui est-ce » que « Bonjour ». Voilà. Alors sinon, je sais pas si vous avez remarqué, souvent dans mes vidéos, lorsque je mange quelque chose, je dis ce que c'est ou pas, parce que parfois je sais même pas ce que c'est, et je dis pas forcément ce qu'il y a dedans, si j'ai bien aimé, soit parce que je m'en souviens plus, soit parce que je le dis pas, enfin bref, je fais un peu avec ce qui vient. Mais là je me suis dit, allez, je me bouge un peu, je demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai mangé, j'envoie un message à Ophélie. Et donc elle m'a gentiment répondu avec le détail de ce qu'on avait mangé ce soir-là. Donc ce qu'on voit en premier, c'est un dak galbi. Dak galbi, je sais pas si je prononce bien. Donc c'est du poulet mariné dans une sauce rouge un peu piquante, aillée, avec des nouilles de patates douces et des gâteaux de riz cylindriques qu'on appelle les tok. Puis on a une petite soupe d'entrée, donc d'algues. Ça c'est un classique en fait, parce que le repas de base en Corée, c'est au moins du riz, kimchi et une petite soupe. Ensuite on a de nouveau le dak galbi, mais dessus on met du fromage, donc c'est très apprécié en Corée, mais apparemment Ophélie n'aimait pas trop. Moi je crois que j'aime bien le fromage, donc bon. Ensuite j'ai montré les banchan, donc les accompagnements. Donc on voit le kimchi au premier plan, puis on voit du radis jaune qui est un peu sucré et acide. Moi j'aime bien. Et donc le dernier, c'est donc à la fin, après le dak galbi, bon voilà, dak galbi. On met du riz, de l'algue séchée, encore un peu de sauce, et on fait griller le tout dans la marinade. Ça s'appelle le bokkeumbap, c'est du riz frit. Donc ça c'est pas à proprement parler un barbecue coréen, vu qu'il n'y a pas de viande, mais ça fait partie de l'expérience. Voilà, donc pour une fois que j'en sais un peu plus sur ce que je mange, je vous le partage, et 2 ans plus tard, une fois de plus, merci Ophélie. Bon, et ben j'ai fait beaucoup de recherches pas mal de recherches quand même pour avoir toutes ces informations là. J'étais même tellement chaud que j'ai envoyé un email pour corriger un article de Sciences Po. Je pense que j'ai fait plus de recherches que pendant mes études. Dédicace Monsieur Blanc, prof d'histoire, de qui j'adorais suivre les cours au lycée, mais avec qui j'ai toujours eu 5 de moyenne toute l'année. Et bien là, vu que ça me concerne un peu plus, et ben je me renseigne beaucoup plus et ça m'intéresse énormément ce genre de choses. Donc si vous aussi, vous aimez bien ce format-là un peu où je voyage, où je vous en raconte un peu plus après, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ne donnerai peut-être pas autant de détails à chaque fois, mais si vous aimez bien, dites-le moi et je réitérerai l'expérience. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, peace!